C'est un exposé que j'ai préparé avec technicien forestier de mon unité de recherche et qui coordonne en ce moment un projet qui s'appelle Informed, que j'aurai l'occasion de vous présenter brièvement et qui est dédié à la résilience des forêts méditerranéennes. Alors je vais m'appuyer sur les notions, les idées, les concepts qui ont été introduits par Jacques et par Pierre. Certains, je n'aurai pas besoin de les développer, d'autres, je les approfondirai un petit peu parce qu'ils vont étayer un petit peu mon propos et ce vers quoi je veux vous emmener avec moi aujourd'hui. C'est d'essayer d'aller vers des principes et non pas des réalités technico-techniques, on ne va pas rentrer dans le détail, pour se coltiner ce que Jacques a gentiment laissé de côté, c'est le problème des changements climatiques. Dans quelle mesure on peut changer d'attitude, de paradigme, de façon de voir la gestion de la forêt méditerranéenne. Et pour cela, on va manier trois idées, trois concepts qui sont celles de la multifonctionnalité, celle de la résilience et celle du changement, en l'occurrence du changement global et du changement climatique, et ça va un petit peu structurer l'exposé. Est-ce que l'on a un moyen de faire passer les diapos, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Merci. C'est moi qui n'appuyais pas sur mon bouton. Donc, première question, le contexte de changement, un nouveau paradigme dans le domaine forestier. Ensuite, on va introduire le cadre socio-écologique de façon à poser les conditions pour un raisonnement et un dialogue nature-société qui permettent de mieux raisonner la multifonctionnalité des forêts méditerranéennes. Et enfin, on va voir comment le terme de résilience et les différents concepts qui sont associés, on ira donc un petit peu plus loin que ce qu'a présenté Jacques, et je le remercie de l'avoir déjà introduit, peut permettre de donner une nouvelle perspective de gestion de nos forêts dans ce contexte de changement et d'incertitude. Donc ce nouveau paradigme, alors on connaît le contexte de la prise de décision du forestier qui est assez classique. C'est à la fois de prendre en compte l'état de nos forêts, sa composition, sa structure, ses processus, mais aussi les processus qui permettent de placer cet état dans une trajectoire. Donc il faut essayer de prendre en compte sa dynamique sur le long terme pour essayer de voir en quoi les actions de gestion vont permettre d'orienter cette trajectoire vers les objectifs assignés par les objectifs de gestion de ces forêts, de ces massifs forestiers. Et cela se fait à la fois au niveau de la parcelle forestière et aussi au niveau du massif et dans un cadre d'orientation éventuellement régionale. Donc la difficulté à laquelle le forestier est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a ce changement climatique qui va donner une nouvelle dimension à ces conditions-là. C'est-à-dire que la vélocité de ce changement est de nature à perturber à la fois les processus écologiques avec lesquels on a l'habitude de jouer et en même temps les actions de gestion dont le résultat en termes d'impact a elle-même une vélocité qui est assez concordante avec la vélocité de ces changements. Donc on est face à un certain nombre d'incertitudes qui se cumulent. Première incertitude au niveau des scénarios globaux. Hein, on voit bien dans le type de graphique qui est maintenant assez classique que ce sont des graphiques qui sont empreints d'incertitude, avec des domaines de variation qui sont absolument énormes. En plus de ça, viennent ponctuer ces trajectoires des événements extrêmes qu'on est absolument incapable de prévoir quant à leur fréquence et quant à leur gravité, mais en tout cas dont on sait qu'ils vont impacter nos écosystèmes qui sont dont l'espèce voûte est l'arbre, qui a une durée de vie assez longue, et qui va certainement rencontrer un de ces événements, voire plusieurs de ces événements au cours de son développement. On est en face ensuite d'écosystèmes complexes. L'arbre est associé à des espèces qui permettent la vie de ce complexe écosystémique, qui ont des cycles de vie pas forcément dans la même dynamique. Hein. L'interaction arbre-insecte, l'insecte n'a pas du tout le même cycle de vie que l'arbre, et pour autant c'est cet ensemble-là dont il faut prendre en compte la complexité, donc avec encore un niveau d'incertitude. Et enfin,
la gestion que l'on peut appliquer sur ces forêts et l'impact qu'elle va avoir sur les trajectoires écologiques dont on parlait tout à l'heure, elle-même est empreinte d'incertitude. Donc le forestier va être obligé de changer de paradigme pour prendre en compte cette incertitude. On peut aussi essayer de garder, pour simplifier les choses, deux niveaux de vision, un niveau de court terme et un niveau de long terme, qui se différencient à la fois par les contraintes qui s'appliquent sur le système, qui sont peut-être plus fortes aujourd'hui parce qu'on a l'ensemble des conditions pour connaître, par exemple, la version sociale, à certaines mesures, on les connaît aujourd'hui, donc ça fait partie des contraintes qu'on peut mesurer dès aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'elles seront demain. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'incertitude sera plus grande demain. Donc sur le long terme, l'incertitude aura vocation à grandir et à compliquer la décision. Donc ce qui peut être proposé, c'est d'anticiper les risques et les opportunités en essayant de prendre en compte ces deux termes, en essayant de prendre en compte les incertitudes de court terme et de long terme, et d'essayer de trouver les compromis entre ces deux niveaux d'échelle de temps. Donc, premier paradigme qu'on essaye de poser par rapport à ce contexte d'incertitude, c'est de reconnaître, de faire soi dans la gestion forestière le fait qu'on n'a plus une variable d'état qui s'appelle le changement, mais on est dans un état de changement, que le changement c'est le contexte. Je reprends une idée qui a été développée par Pierre. Donc la pédagogie, c'est la répétition, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et prendre des décisions en pensant dynamique, sans regarder uniquement l'état actuel, mais avec cette vision de trajectoire, d'où on se situe sur cette trajectoire et de la manière dont on peut, par nos actions de gestion, l'orienter vers des objectifs désirés, en conciliant le court terme et le long terme. Et on va essayer de voir parmi ces propriétés clés des écosystèmes forestiers que sont la résistance et la récupération. Ce sont des notions qui nous permettent de manipuler l'objectif que l'on peut partager, qui est celui de la persistance de l'écosystème forestier, de sa persistance, moyennant certaines transformations, mais en tant que couverture végétale dont l'arbre est quand même l'objectif de gestion sur le moyen terme. Alors, évidemment, les acteurs, les opérateurs de cette gestion ne sont pas seuls, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. On est dans le cadre d'une gouvernance en présence de multiples acteurs. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par traiter de cet aspect-là, pour mieux comprendre ce que l'on peut en déduire en termes de multifonctionnalité dans ce cadre. Donc on va utiliser l'approche qui est maintenant bien partagée dans le domaine scientifique et plus largement des socio-écosystèmes, et qui est particulièrement adaptée aux forêts méditerranéennes. Bon, donc j'insiste pas sur la longue histoire sociologique de nos forêts dont on observe aujourd'hui le résultat et qui fait que nous ne sommes pas... nous avons en permanence des interactions entre processus anthropiques et écologiques dont il faut comprendre les ressorts et on a un petit peu trop tendance à ne voir que l'aspect biologique dans des considérations un petit peu technico-techniques. Il faut aussi prendre en compte cette dimension sociale humaine qui permet de comprendre une forêt fortement anthropisée. Le feu de forêt, bon, c'est un petit peu ma spécialité, c'est l'exemple assez facile d'une imbrication entre des facteurs naturels et anthropiques, mais beaucoup de domaines forestiers sont aussi dans cette situation. Les actions de gestion que l'on développe aujourd'hui vont évidemment avoir un impact sur la structure, les processus et donc la biodiversité de nos systèmes et sur les différentes catégories de processus écologiques. Les couvertures végétales observées aujourd'hui, même si elles sont complexes, avec leurs oppositions de versants, avec leurs gradients altitudinaux, avec les différentes strates qui constituent nos complexes forestiers, sont le résultat d'une longue histoire anthropique et
et biologique, et le Mont Ventoux est un excellent exemple d'une montagne forestière qui n'a pas été forgée uniquement avec des processus biologiques. Bien entendu, il y a même eu des actions extrêmement volontaristes de l'homme qui aboutissent au paysage qu'on connaît aujourd'hui. Même si, il faut bien reconnaître que la dynamique de nos forêts méditerranéennes est très forte et que les processus naturels sont des processus qui sont assez dominants en l'absence de l'homme dans l'extension actuelle, en surface mais aussi en volume. Je le rajoute par rapport à l'intervention de Pierre, même si la forêt ne s'étend plus, elle va continuer à se développer en volume et éventuellement en biomasse, pour ce qui concerne l'incendie. Bon, je ne reviens pas sur l'autre spécificité bien posée ce matin, la multifonctionnalité de nos forêts méditerranéennes, simplement pour ajouter que cette multifonctionnalité peut être variable dans l'espace et dans le temps. Un même peuplement de chênes verts va peut-être avoir une vocation à stocker du carbone ici et à faire du bois énergie là, et de même, un même peuplement, au cours de sa vie, va peut-être avoir l'assignation de différentes fonctionnalités qui peuvent être parfois assez éloignées. Donc ça, cette notion toujours de variabilité spatiale et temporelle est très importante dans ce type de considération. Alors voilà le cadre du socio-écosystème que je voulais un petit peu détailler avec vous, qui a fait l'objet d'une publication récente d'une collègue de l'INRA, dans le cadre d'un métaprogramme de l'INRA qui s'appelle EcoServe, donc service écosystémique, et la manière dont les agroécosystèmes peuvent évoluer dans ce contexte de demande sociale, comme l'a précisé Jacques, qui transforme des processus, des fonctions écologiques finalement en biens et services pour l'homme. Donc c'est une approche qui a été développée spécifiquement pour les agroécosystèmes dont font partie les forêts et qui a deux avantages qui font qu'il est bien adapté pour les forêts méditerranéennes. Le premier, c'est de considérer de manière strictement symétrique et équivalente le compartiment écologique et le compartiment sociologique, avec à chaque fois les deux composantes. Alors qu'on a vu, Jacques a présenté la caractéristique d'un écosystème, c'est sa structure et ses processus. On peut appliquer le même schéma sur le sociosystème, structure en termes de différents partenaires, et les processus, ce sont les modes de gouvernance qui font qu'une forêt vit avec des acteurs. Et ces deux compartiments sont reliés d'une part par les actions de gestion, que je ne développe pas, et d'autre part par les services écosystémiques qui sont multiples et qui rentrent dans différentes catégories qui ont déjà été évoquées. Voilà. Donc, l'intérêt d'un tel système, c'est que justement, c'est une approche multiservice. Une approche multiservice qui va permettre d'évaluer, de mieux connaître les interactions entre services. C'est déjà pas simple, on l'a vu avec le rapport Chevassis-Saulluy, d'évaluer la valeur d'un service. Maintenant, l'enjeu, et c'est un sujet de recherche important, c'est de regarder les effets de synergie et les effets d'antagonisme qui peuvent exister entre différents services. Et ça, c'est vraiment important pour une gestion multiservice et multifonctionnelle. Bon, multifonctionnel, c'est le mot traditionnel qu'a toujours utilisé le forestier. Aujourd'hui, on parle de service écosystémique. C'est quelque chose d'un peu plus orienté vers le bénéfice de l'homme, mais c'est en fait à peu près le même principe à la base. Alors, une question qui se pose, c'est comment on va répartir dans l'espace ces différents services, ces différentes fonctions. Est-ce qu'on peut faire de la multifonctionnalité en tout point de l'espace ou est-ce que, donc c'est le fameux débat entre le land sharing et le land sparing, autrement dit en bon provençal, plutôt le partage du territoire d'un côté. On partage le territoire, c'est-à-dire que sur un même territoire, on va faire plusieurs fonctions, ou alors sa spécialisation, et c'est l'exemple typique du plateau landais, qui est essentiellement dédié à une seule fonction, qui est la production de bois. Bien évidemment, il y en a d'autres secondaires, mais c'est quand même une dominante très forte. Alors pour faire contrepoint, j'ai mis une photo là, du Val de Durance avec cette belle mosaïque paysagère. Il faut bien reconnaître que la forêt méditerranéenne n'est pas aussi hétérogène en tout point que cette photo le laisserait entendre.
Donc voilà, ça c'est un sujet vraiment intéressant parce que les recherches qui sont actuellement développées là-dessus montrent que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les réponses ne sont pas aussi uniques que cela et que cela dépend beaucoup à la fois des territoires, en même temps des projets de territoire que l'on peut avoir, c'est-à-dire des objectifs de gestion. La deuxième dimension que j'ai déjà citée, c'est justement ces relations entre différents services, entre différentes fonctions. Et je ne vais pas répondre aux questions qui sont posées sur cette diapo, mais vous renvoyer vers un programme du ministère de l'écologie et de l'agriculture qui le traite en profondeur et depuis longtemps. C'est le programme Biodiversité, gestion forestière et politique publique animé par le GIP Ecofort. Donc il faut aller sur le site du GIP Ecofort pour avoir les fiches synthétiques qui résument les résultats de ces projets de recherche. Quel compromis pour la gestion forestière? Comment concilier intensification et préservation de la biodiversité? Et puis quels sont les modes d'organisation sociale? Quels sont les dispositifs à mettre en place en termes d'incitation, en termes de formation, en termes d'animation de filière pour aller vers cette gestion partagée et multifonctionnelle? Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel on progresse pas mal, mais pour lequel il faut bien reconnaître qu'on a encore des pans entiers de connaissances manquantes. Alors, venons-en à cette troisième partie qui va elle-même être subdivisée en deux parties. Dans un premier temps, on va essayer de préciser quels sont ces concepts de résilience, résistance, cycle adaptatif et de voir en quoi ils s'adaptent bien au contexte de la forêt méditerranéenne. Mais dans un deuxième temps, on va essayer de voir en quoi ça oriente les leviers pour l'action, c'est-à-dire les modalités de gestion qu'on peut mettre en place dans ce contexte changeant. Effectivement, on est devant de grandes incertitudes. Donc, quelle est l'attitude générale que l'on peut adopter face à cette incertitude pour ne pas être complètement perdu ni complètement paralysé et ne pas envisager de préparer un futur qui est plutôt préoccupant. Alors, commençons déjà par différencier les différentes propriétés qui permettent, parce que je le rappelle, l'objectif c'est la persistance. L'objectif c'est de voir comment on peut maintenir le couvert forestier avec éventuellement des phases de bas quand ce couvert se transforme en garrigue, mais en espérant que cette garrigue va pouvoir redevenir forêt. Donc on a bien en perspective la maintenance de la forêt. Alors si cette forêt était un système stable, on aurait un certain nombre de notions qui nous seraient pratiques, qui seraient celles de la résistance, de la récupération, mais ce n'est pas le cas. En forêt méditerranéenne, on est plutôt dans un domaine instable. Jacques l'a bien introduit avec la perturbation au cœur de l'évolution de ces écosystèmes. Et c'est là que la résilience apporte tout son intérêt, l'approche par la résilience. Donc la première définition qu'on peut donner et que je vous ai écrite là, c'est la capacité que possède un système d'absorber les perturbations et de se réorganiser tout en effectuant des changements. Donc le changement est possible, mais l'objectif c'est la maintenance des fonctions, la maintenance de l'identité, la maintenance de la structure du système et d'un certain nombre de fonctions qui font la richesse d'un écosystème avec ces boucles de rétroaction, ces effets feedback. Donc l'idée est de se maintenir dans ce qu'on appelle ce domaine de stabilité ou bassin d'attraction, comme on préférera, et de, si possible, ne pas en sortir. Donc on voit bien que, ayant cette perspective en tête, les actions de gestion vont être pour rester dans son bassin d'attraction. Ça va être l'objectif du gestionnaire. C'est complètement différent d'une gestion classique de système stable. Je passe sur la montée en puissance de la notion de résilience à la fois dans des disciplines comme la médecine, la psychologie, les sciences sociales ou l'écologie, qui est, comme le monde se graphine, en pleine expansion. Pour aller directement sur cette diapo qui présente ce qu'on appelle les domaines de stabilité et d'éventuelles stabilités alternatives. Tout domaine, tout écosystème, y compris forestier, est soumis à un certain nombre de pressions, disons normales, graduelles, comme les changements climatiques, dans l'aspect chronique des évolutions, comme l'évolution des nutriments, éventuellement la fragmentation des paysages, un certain nombre de choses auxquelles
l'écosystème répond lui-même progressivement, avec des changements progressifs qui ne sont pas forcément sans conséquence, parce qu'ils peuvent réduire la résilience du système, mais ne le font pas forcément basculer au-delà d'un point de basculement qui le ferait changer de bassin d'attraction. Là, je prends pour illustrer ce fait-là, donc l'habit, ça représente l'état actuel de notre écosystème, qui est ici dans une première vallée, qui est une vallée relativement peu profonde, donc finalement avec une faible résistance au changement. C'est le cas d'une prairie, prenons le cas d'une prairie qui, sous l'effet, qui est normalement entretenue par des herbivores, des grands ongulés, et puis sous une pression de chasse, donc ça c'est ma pression externe graduelle que j'expliquais tout à l'heure, on a une baisse de l'herbivorie, une baisse de la pression de pâturage qui fait que, bien qu'on reste toujours prairie, cette prairie s'embroussaille petit à petit, devient ligneuse, il y a quelques arbres qui apparaissent, mais pour autant c'est toujours une prairie, sauf qu'une éventuelle maladie qui touche nos grands ongulés va cette fois-ci stopper l'herbivorie, et on va basculer dans un état de prébois de forêt, qui sera un autre domaine de stabilité, parce que même si on réintroduisait le pâturage, on ne repasserait pas à une prairie. Donc il faudrait ajouter de l'action humaine importante, pour notamment couper des arbres éventuellement, si on souhaitait retrouver le stade prairie, et c'est en cela qu'on a complètement changé de bassin de stabilité. Voilà une illustration donc de la façon dont la perte de résilience qui peut paraître nous échapper ou paraître sans conséquence, en réalité va favoriser des événements extrêmes ou des aléas, des simples aléas climatiques, pour passer la crête qui permettra d'aller dans un autre bassin de stabilité qui peut avoir des conséquences écologiques, sociales ou économiques importantes. Donc, enrichissons la notion de résilience qui a déjà été définie comme rappelée au petit a, avec deux autres concepts ou sous-concepts, celui de le degré auquel le système est capable d'auto-organisation et aussi le degré auquel le système peut construire et développer sa capacité d'apprentissage et d'adaptation. Et ça, ce sera d'autant plus intéressant qu'on est dans ce système socio-écologique où l'homme a sa partie à jouer, où l'homme de toute façon impacte l'écosystème. Et dans la capacité d'apprentissage et d'adaptation, on inclut aussi les pratiques de gestion forestière. Pour illustrer la notion de résilience et de résistance sur un cas qui m'est cher, c'est celui de la stratégie de régénération des pins après incendie, on peut dire que le pin d'Alep, en tant qu'espèce, a plutôt une attitude vis-à-vis du feu qui est résiliente. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va être relativement combustible, à la limite favoriser le feu et la perturbation qui va détruire un peuplement de pin d'Alep, mais qui dispose des traits adaptatifs qui vont permettre la survie de l'espèce au travers de la banque de graines qui se trouve dans les cônes sérotineux et qui va permettre, avec ce comportement pionnier, de recoloniser la zone incendiée. A contrario, le pin pignon a plutôt une stratégie de résistance. Il est moins combustible par son élagage naturel, il a une écorce plutôt épaisse qui va lui permettre de supporter certains échauffements de feu, disons, de feu courant. Donc on voit bien des feux courants permettre au pin pignon de survivre. Hein. C'est le beau paysage que l'on a dans la plaine des Morts, avec ces grands arbres majestueux qui donnent la qualité à ce paysage, qui finalement a survécu aux grands incendies de 79 et qui, dans une certaine limite, permettent de résister à la perturbation. Dans une certaine limite, bien évidemment. Et par contre, il n'a pas ce dispositif de régénération après incendie dont dispose le pin d'Alep. Voilà, donc clairement pour l'écosystème pin d'Alep, la profondeur de la vallée qui détermine la résilience du système est plus forte que pour le pin pignon. Maintenant, et là on commence à passer au versant levier d'action, donc quelle gestion peut s'inspirer de ce type de concept, avec la notion d'adaptabilité, quelles sont la capacité des humains à gérer la résilience des socio-écosystèmes, c'est-à-dire comment va-t-on faire pour se tenir le plus loin possible des fameuses crêtes
qui sont les lieux où l'on peut basculer vers un autre état qui serait indésirable. Et c'est toute, par exemple, l'illustration que je propose ici, c'est celui d'un peuplement de pins d'Alep que l'on sait sensible au feu, mais que l'on aurait préalablement débroussaillé sur une coupure de combustible, ce qui fait que lors de la survenue d'un incendie, le stade arbre a survécu et on n'est pas au stade garrigue sans arbre dont Jacques parlait dans le cas de régression biologique liée à des feux plus fréquents. Donc une action humaine que l'on ne pourrait pas bien évidemment généraliser à l'ensemble des peuplements de pins d'Alep, mais qui localement correspondait à un objectif de gestion, la DFCI, permet la survie du pin d'Alep et de se maintenir loin de cette crête qui marque la frontière entre deux bassins d'attraction. Alors maintenant, pour rentrer dans une dimension plus dynamique, et pour bien mettre en scène le fait que nos peuplements, nos écosystèmes forestiers, de toute façon, sont soumis à un certain nombre d'évolutions, que ce soit liées à leur dynamique propre ou à des pressions extérieures, qui vont les faire évoluer dans le temps, et passer selon une théorie qui a été développée par Olling qui a fait l'un des papiers fondateurs en matière de résilience en écologie, au travers de 4 stades. Un premier stade qui est le stade de l'établissement, la croissance et l'exploitation qu'on peut faire éventuellement de cette forte dynamique et d'allocation de ressources. Un stade de conservation qui est celui d'un plateau qui atteint le système avec une maturation de notre écosystème forestier dans lequel il commence à y avoir des interrelations entre les processus qui sont relativement complexes et relativement contraints. Et puis arrive souvent la perturbation qui est la libération de cet anthropisme qui a été accumulé lors des phases de croissance et de conservation, suite auquel on a souvent une phase de réorganisation qui reboucle le plus souvent, et c'est le cas du pin d'Alep qui se régénère après incendie, sur une phase de nouvelle croissance. Il peut y avoir une échappée, comme on le voit sur la gauche du graphique, vers un stade de régression, on en parlera éventuellement tout à l'heure. Donc, pour bien marquer les esprits, toujours en prenant l'exemple du pin d'Alep, phase de colonisation du pin dans une zone de friche abandonnée après des prises agricoles. Donc on est dans une phase de pleine croissance. On atteint au stade K un peuplement parfaitement mature avec toutes nos strates qui accompagnent le cortège du pin d'Alep, éventuellement mélangé avec du chêne vert. Et l'incendie survient, phase de libération, réorganisation avec régénération du pin après incendie, mais qui peut déboucher, si le feu est trop fréquent, sur une garrigue qui sera une phase de dégradation par rapport à l'objectif forestier que l'on avait précédemment. Il faut ensuite placer ce schéma qui est sur une échelle de temps relativement moyenne, celui de l'action du gestionnaire et de l'observation de celui qui suit les processus forestiers. Mais en fait, on a affaire à une série de cycles emboîtés, des cycles dits inférieurs, assez rapides, qui sont relativement petits, jusqu'à des cycles plus importants, qui sont souvent le cadre dans lequel les cycles élémentaires se développent. Par exemple, lorsque l'on dispose d'une grande étendue forestière dans une région donnée, cela a un impact sur le climat et qui va éventuellement changer les variables climatiques locales pour que des cycles, disons, plus élémentaires se développent dans des conditions physiques différentes. Il y a un certain nombre d'interactions entre ces cycles courts et ces cycles plus longs. L'un d'eux, qui est dénommé révolte dans ce schéma, peut être très bien illustré avec des cycles courts qui sont les interactions arbres-insectes qui font partie de la vie de la forêt et qui, tant que l'insecte ne pullule pas, sont relativement normales dans la vie du peuplement forestier,
Mais dès qu'on a une phase de gradation avec des attaques de ravageurs qui sont vraiment conséquentes, cela peut impacter les processus et la structure du cycle supérieur qui est la forêt que l'on considère. Alors, si on revient sur un autre exemple de développement forestier appliqué à cet emboîtement de cycle adaptatif, en considérant par exemple le cas d'une forêt catalane, qui est ici une forêt de pins sylvestres dans lequel on a un certain nombre d'espèces feuillues, et notamment de chênes, qui coexistent. Ça fait partie de la maturation sylvigénétique. Si on regarde cet arbre individuel que je vous ai mis en bas à droite sur la photo, on est dans le cadre d'un individu sur des cycles courts. On est sur des cycles saisonniers, par exemple des successions de sécheresses, une sécheresse estivale particulièrement importante. Par plasticité, par acclimatation, l'arbre a été capable de diminuer son feuillage pour survivre à la sécheresse. Là, en l'occurrence, c'était la sécheresse de 2003. Donc on a ce cycle saisonnier et ce cycle phénologique et d'adaptation qui permet la survie et la persistance de l'individu. Si on se place à l'échelle de temps intermédiaire et d'espace moyen, la boucle du milieu, avec cette photo en haut à droite, c'est celui du régime des incendies actuels, où l'on voit que finalement la dynamique des résineux a permis une bonne régénération. Et puis si on prête vie à cette forêt de résineux, on aura réinstallation des feuillus et le vieillissement et la maturation qu'on pouvait attendre. Et quand on regarde à une échelle de temps supérieure, avec des cycles plus lents, on retrouve même à l'intérieur de cette forêt de résineux, en l'occurrence de pins sylvestres, des vieux arbres, des vieux feuillus qui ont survécu à l'incendie pour des raisons de moindre combustible localement ou d'aérologie, ou lui-même plus résistant. Et ces vieux arbres sont finalement des structures qui sont très importantes pour la résilience de ces forêts, parce qu'elles conservent un certain nombre d'informations qui vont permettre sa régénération, notamment ne pas devoir mobiliser de la migration latérale, mais bien se réinstaller en local grâce aux glands et aux semis de chêne qui pourra rétablir une forêt de feuillus. Alors, ce lien, cette interaction entre ce cycle supérieur et ces cycles plus réduits, qu'on appelle sur ce schéma l'effet mémoire, c'est un terme qui a été utilisé parce que finalement l'expérience de cette forêt mature va servir à sa reconstitution, un petit peu comme dans une société, les plus âgés, les anciens ou les plus sages peuvent rappeler les crises passées et apporter des solutions pour résoudre les crises actuelles. Donc c'est cette hiérarchie d'échelle emboîtée qu'il est intéressant de prendre en compte dans une perspective de résilience. Alors, vous pourrez consulter les pages internet du projet IFORMED pour voir en pratique ce qui est réalisé par ce projet, qui est un projet européen avec des collègues de la façade sud de l'Europe et de la rive nord de la Méditerranée, de l'Afrique, avec des collègues de la Tunisie, qui, sur un certain nombre de cas d'études qui sont distribués depuis la Croatie, le Mont Ventoux, la forêt de Chêne-Liège dans l'environnement de Tabarka, mettent en pratique, sur des cas concrets, les notions de résilience, essayent d'évaluer les services écosystémiques et essayent de quantifier et de donner des valeurs qualitatives aux différentes fonctionnalités du système. Pour aller un petit peu plus loin dans les conséquences de ces notions de résilience par rapport à une gestion de ces incertitudes dans un cadre de changement climatique, on peut opposer d'une part une vision, disons, d'un écosystème relativement stable dans lequel l'objectif c'est le maintien d'un équilibre, c'est la maintenance d'un monde relativement prévisible, et ce qu'on va chercher à gérer le surplus de production qui est offert par cette ressource renouvelable. Et c'est ce qu'on pourrait penser qui est réalisé dans la forêt de Gascogne, qui aujourd'hui est orientée sur la production de bois.
et qui, suite aux tempêtes, a été fortement orienté vers une forêt très mécanisée qui, paradoxalement, la rend encore plus vulnérable aux éventuelles futures tempêtes, notamment avec la pratique généralisée du rouleau hollandais qui déstabilise le système racinaire et donc rend plus vulnérable au chablis les peuplements de pins maritimes. Donc il peut y avoir, dans cette vision un petit peu fixiste de la situation, une dérive progressive que l'on ne voit pas et qui va diminuer la résilience du système et sur un événement qui peut être relativement anodin, quitte un coup de vent qui n'est pas forcément de l'ampleur des grandes tempêtes qu'ont connues le sud-ouest, le système bascule vers quelque chose qui est complètement différent et qui est en tout cas pas désiré par les documents d'orientation forestiers locaux. A contrario, avec une vision bien intégrée de la résilience, on va essayer de gérer ces notions de bassin d'attraction et les différentes composantes qui constituent la résilience, notamment la profondeur de ce bassin d'attraction et l'éloignement de notre situation, de notre état forestier par rapport au risque de basculer. Donc, il y a un certain nombre de principes directeurs qui s'imposent dans ces cas-là. C'est de garder un certain nombre d'options ouvertes, de considérer les événements dans un contexte plutôt régional et notamment par rapport à la distribution des différentes fonctionnalités sur le territoire plutôt qu'une vision trop locale, et d'accentuer l'hétérogénéité en favorisant les différentes catégories de diversité qui s'appliquent à une mosaïque forestière. Et puis finalement, et on en revient à la question de la multifonctionnalité, favoriser le compromis à chaque fois que cela est possible et la conciliation entre services. Ça concourt à augmenter l'hétérogénéité et à garder un certain nombre d'options ouvertes que ne permettrait pas la spécialisation. Par ailleurs, il nous faut aussi reconnaître des lacunes dans nos connaissances actuelles par rapport aux crises futures que nous aurons à affronter. Donc plutôt que, et là je rejoins ce qui a été dit précédemment, cette dérive de la modélisation et de la simulation qui peut penser que notre monde est prévisible, en réalité il ne l'est pas et il faut se préparer plutôt à ce qui est inattendu. Et par conséquent, plutôt concevoir des systèmes qui soient capables d'absorber et de s'accommoder d'événements futurs dont on ignore complètement la forme qu'ils pourraient prendre. Donc il faut se préparer à l'inattendu. En tant que chercheur, évidemment, je ne crache pas sur les exercices de modélisation, mais qui sont pour nous plus des façons de comprendre les processus, de simuler un certain nombre de cas qu'on ne pourrait pas expérimenter, mais il ne faut pas ensuite faire dire au modèle dans des exercices non plus de modélisation, mais de prédiction, ce qu'ils ne sont pas capables de dire. Voilà, donc pour terminer sur un certain nombre de messages conclusifs, le premier message que je voulais porter, c'est qu'il est nécessaire d'apprendre à vivre avec le changement et avec l'incertitude. Alors cela, considérant la perturbation comme faisant partie de nos écosystèmes et qu'ils ont au cours des temps évolutifs acquis un certain nombre de traits adaptatifs qui permettent d'y faire face, on peut se permettre de provoquer la perturbation tant qu'elle est contrôlée. C'est par exemple le principe de gestion intégrée qui peut utiliser le feu à la fois dans la prévention et dans la lutte, et ce qui va permettre de déminer un certain nombre de situations et de s'éloigner de nos frontières qui séparent nos bassins d'attraction. On peut aussi apprendre des crises. Il est indispensable de mettre en place un mode d'organisation collective qui nous permette de faire des retours d'expérience. Et ce n'est pas qu'un aspect technico-technique, c'est aussi par rapport au mode d'organisation pour être capable d'engranger en tant que collectif les leçons à tirer des crises petites ou grandes qui se présentent à nous. On a tendance à négliger les petites crises, or elles sont aussi riches d'expérience et elles nous évitent de devoir demain gérer des grandes crises. Alors,
On a parlé du sud-ouest et on l'a souvent mis en contrepoint de la situation méditerranéenne. Il y a bien une chose qu'il faut reconnaître, c'est que nos collègues du sud-ouest ont réussi à mettre en place un système de gouvernance au niveau régional, suite aux leçons tirées de la première série de tempêtes, pour faire face à la deuxième série de tempêtes 10 ans après. C'est des catastrophes majeures, hein. On n'imagine pas un tel bouleversement dans nos forêts, et en plus dans des forêts productives. Aujourd'hui, on a toujours une forêt landaise. On n'est pas passé à une autre spéculation. On a pensé un moment qu'un certain nombre de propriétaires abandonneraient le pain maritime pour faire du maïs. Ce n'est pas le cas. On est passé peut-être à une mécanisation qu'on peut considérer comme outrancière par rapport à la vulnérabilité qu'elle génère, mais pour autant, en tant que socio-écosystème, la forêt landaise a su être très résiliente. Il faut penser multidimensionnel en conjuguant des visions de court terme et de long terme, avec des visions multiservices écosystémiques et multi-acteurs, et puis prévoir la paix visible pour gérer des options multiples, ne pas mettre ses œufs dans le même panier en termes de gestion des risques, et avoir plutôt une vision territoriale avec des paysages riches, mosaïques et fragmentés, de façon à créer de la ressource pour la régénération. Deuxième grande série de messages, entretenir la diversité pour la réorganisation et le renouvellement, c'est-à-dire prévoir la phase, la dernière phase du schéma de Holling, la phase de reconstitution, et faire tout ce que l'on peut pour nourrir la mémoire écologique. Donc, avoir une vision plutôt fonctionnelle, plutôt que de regarder la biodiversité d'une manière simple en regardant des listes d'espèces. Regardons ce qui dans notre cortège d'espèces, a un rôle fonctionnel, les groupes fonctionnels et la manière dont ils vont pouvoir nous aider à garder une forêt résiliente parce que capable de se régénérer. Et pour cela, on a les grands, présentés sous une autre forme, on a les trois grands leviers que sont l'héritage biologique, c'est tout ce qui va survivre dans la zone impactée, hein, les zones non brûlées par exemple, ou les banques de graines du pin d'Alep ou du pin maritime. C'est tout ce qui est espèces migratrices qui vont pouvoir recoloniser à partir de lisières ou de zones non brûlées les zones qui ont été impactées, donc garder ces liens mobiles, donc lien aussi avec les visions de continuum territorial de la trame verte et bleue. Et puis, zone de soutien, c'est-à-dire faire en sorte, par la gestion, d'avoir plutôt un paysage fragmenté, un paysage en mosaïque, qui ne réagira pas de la même manière à la perturbation et qui pourra donc créer ces îlots de reconstitution dont on aura besoin, ces zones de soutien. Une autre chose qui est importante plus dans la sphère sociale, c'est de ne négliger aucun savoir, de ne négliger aucune compétence, et que le savoir institutionnel qui est plutôt mis en avant n'oublie pas et n'écrase pas le savoir traditionnel qui a toute son importance. On est en train de résoudre le problème des feux d'hiver dans les Pyrénées par les commissions locales d'écobuage qui, au niveau des vallées pyrénéennes, associent les savoirs traditionnels en matière d'usage du feu. Et ça, c'est quelque chose que nos collègues de la péninsule ibérique ont raté parce qu'ils sont allés trop loin dans la déstructuration sociale de leur montagne méditerranéenne. Il y a une grosse opposition entre le versant espagnol et le versant français des Pyrénées de ce point de vue-là. Métissage entre chercheurs et gestionnaires, et c'est très important. On a organisé des colloques INRA, ONF, dans lesquels on se pose vraiment les questions de savoir comment mieux travailler ensemble, et pourquoi pas des marches participatives si elle est bien encadrée et si elle apporte de la donnée de qualité. Et pour finir, il nous faut créer ces opportunités d'auto-organisation. Je prendrai un exemple simple, justement dans le domaine que je connais bien du métissage, de la recherche et de la gestion. On est en train d'essayer de mettre en place, et c'était justement suite à ce colloque recherche-gestion avec l'ONF, et ça tient à cœur à Myriam Leguet qui dirige le service recherche-développement de l'Office national des forêts, de tester des modalités innovantes de sylviculture, de gestion, dans des dispositifs grande échelle, c'est-à-dire vraiment dans la forêt gérée, dans la forêt publique,
et mettre en place ensemble, chercheurs gestionnaires, les modalités pour suivre ces dispositifs et faire, tout en marchant, donc de manière dynamique, des retours d'expérience qui nous permettront d'ajuster en fonction de la manière dont ces systèmes sont mis à mal ou mis à bien par l'évolution du climat futur et les perturbations qui frappent nos forêts. Donc voilà un type d'auto-organisation qui est difficile à mettre en place, mais dont on a bon espoir de pouvoir tirer profit dans les années à venir. C'est une nouvelle façon de faire de l'expérimentation et c'est extrêmement riche.